Bonjour Pierre. Bonjour Yannick. Merci de nous accueillir chez toi. On est ravis de te retrouver pour cette nouvelle émission Regard. C'est la deuxième émission qu'on enregistre ensemble. La première, c'était il y a 5 ans. On était avec toi à Paris, à la Bourse du Travail. Et c'était déjà pour parler de la réduction collective du temps de travail et de la semaine de 4 jours. Aujourd'hui, on va à nouveau parler avec toi de la semaine de 4 jours, dont tu dis qu'elle est plus que jamais d'actualité dans la situation d'état d'urgence que nous traversons. État d'urgence social, état d'urgence climatique. Alors commençons par là, si tu veux bien, par cet état d'urgence sociale et écologique. Aujourd'hui, l'urgence, évidemment, c'est de gagner la bataille contre le virus. C'est de sauver des vies, aider les hôpitaux, gagner la bataille du vaccin pour éviter que des variants arrivent. Donc ça, c'est l'urgence absolue. Mais il faut quand même réfléchir aussi au monde d'après. Il y a 1 an, on avait un grand débat sur est-ce que le monde d'après allait être plus équilibré, plus fraternel. Et là, j'ai l'impression que ce débat a complètement disparu. Et il y a vraiment le risque que le monde d'après soit comme le monde d'avant, mais en pire. En pire parce que les États sont surendettés. Et on va nous dire qu'il n'y a pas d'argent pour les retraites, les pensions, qu'il n'y a pas d'argent pour la recherche, pas d'argent pour l'éducation. En pire, si on ne fait rien, parce que les entreprises seront surendettées et vont foutre encore plus la pression sur les salariés, sur les sous-traitants ou sur le reste du monde. La crise sociale gravissime, il n'y a pas besoin d'insister. Partout, que ce soit à Bruxelles, à Paris ou dans mon village des Pyrénées, on voit de plus en plus de gens qui ont perdu leur boulot et qui tombent dans la pauvreté. Nos pays, globalement, malgré la crise, n'ont jamais été aussi riches, mais il n'y a jamais eu autant de chômeurs, de précaires. J'ai une amie qui vit avec le RSA, l'équivalent du Minimex, je crois que vous dites en Belgique. Elle est dans l'est de la France. Elle m'explique ce que c'est de vivre avec 500 € par mois. Elle dit qu'à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui sonne à la porte, elle a la trouille, que ce soit l'huissier, pour la foutre dehors. La crise écologique, certains nous font croire qu'au moins, que peut-être le seul intérêt de ce satané virus, qu'au moins avec le virus, nos émissions de CO2 ont diminué et donc on peut oublier un peu la question du climat, je crois qu'il se trompe. Évidemment, avec la crise économique, le CO2 qui vient directement de nos usines, de nos machines, de nos voitures, de nos camions a diminué. En Belgique comme en France, c'est en gros moins 7 ou moins 8% de CO2 en 2020 avec la crise. Mais hélas, les feux de forêt, l'an dernier, en 2020, ont pris une telle ampleur que l'évolution du CO2 est catastrophique. Cette courbe, elle est vraiment impressionnante. Elle montre l'ensemble des feux de forêt depuis un siècle. En Californie, regarde, ils donnent un nom à tous les grands feux de forêt qui font des catastrophes. Et donc, voilà l'ensemble des feux de forêt depuis un siècle, qui ont les surfaces. Eh bien, 2020, rien que l'année 2020, c'est 1/3 de toutes les surfaces cramées depuis un siècle. Donc, le dérèglement climatique, on ne peut pas l'oublier, parce que on a l'impression que le monstre est en train d'échapper à ses créateurs. Le monstre, c'est le dérèglement climatique qui vient de notre modèle économique. C'est le CO2 qu'on envoie dans l'atmosphère parce que nos maisons sont mal isolées, parce qu'on a une alimentation qui fait des milliers de kilomètres. Donc le système économique a mis tellement de CO2 dans l'atmosphère depuis 50 ans que même quand l'économie est à l'arrêt avec le virus, le monstre a pris son envol et les feux de forêt envoient du CO2 qui va accélérer le dérèglement climatique. Et puis c'est aussi la décongélation du permafrost. Le permafrost, ce sont les terres congelées autour du pôle Nord, au Canada ou en Russie, qui étaient congelées depuis 20 000 ans. Même en été, ça restait congelé, la matière organique restait congelée. Et puis maintenant, avec le dérèglement climatique, il fait 10 degrés, 12 degrés, le permafrost se décongèle, la matière organique pourrit, ça envoie du méthane dans l'atmosphère et le méthane, c'est 40 fois plus grave que le CO2 pour le réchauffement climatique. Donc le réchauffement climatique fait fondre le permafrost qui envoie du méthane qui accélère le réchauffement climatique. Et puis surtout, ce permafrost, il va libérer des virus et des bactéries qui étaient là depuis 20 000 ans, qui étaient au congélateur. Et les scientifiques sont super inquiets en disant ces virus et ces bactéries qui étaient congelés depuis 20 000 ans, qu'est-ce qui va se passer? Donc le Covid-19 a déjà fait plus de 3 millions de morts à travers la planète, a foutu en l'air nos économies, il y a des millions de gens qui vont être au chômage. On nous avait dit que le Covid-19 était pas très grave, pas très dangereux, pas très contagieux, et on voit les dégâts humains, économiques qu'il fait. Est-ce qu'on peut, comme des aveugles, comme des autruches, laisser le permafrost se décongeler et nous envoyer des virus et des bactéries? Donc il est urgent d'arrêter les rustines et de répondre évidemment à l'urgence sanitaire, mais de se donner le moyen de créer des millions d'emplois tout en gagnant la bataille du climat. Donc ça, c'est pour l'état des lieux. Le moins qu'on puisse dire, c'est que ce n'est pas brillant. Mais il y a des solutions. Et parmi ces solutions qui permettraient de commencer à changer de cap, de changer de paradigme, comme tu dis, tu mets en avant, comme toujours, la réduction collective du temps de travail, la semaine de 4 jours. Mais en quoi la semaine de 4 jours peut-elle être une réponse à la hauteur de ces urgences? Bonne nouvelle, la semaine de 4 jours, ce n'est pas un rêve. Il y a déjà 400 entreprises en France qui sont passées à 4 jours.
Et donc, c'est un élément fondamental de la solution. Ce n'est pas la baguette magique, mais on ne pourra pas sortir du chômage de masse, de la précarité, on ne pourra pas financer les retraites, les pensions, si on n'est pas capable de relancer la négociation sur les 4 jours. J'en suis absolument convaincu. Mais je voudrais montrer surtout comment c'est une impasse de compter sur le retour de la croissance. Parce qu'en Belgique, comme en France ou en Allemagne, il y a plein d'hommes et de femmes politiques qui nous disent « Bon, ça c'était une parenthèse, le virus, mais dans quelques mois, dans quelques années, la croissance va revenir, votez pour moi et la croissance reviendra ». Et je ne supporte plus ce discours. C'est un aveuglement qui est scandaleux. C'est vrai pour la Belgique, où on voit régulièrement la croissance qui diminue, mais c'est vrai aussi pour la France. Voilà, l'évolution de la France depuis 50 ans, décennie par décennie, ou depuis 60 ans. Dans les années 60, on avait 5,6 de croissance, puis seulement 3,7, puis 2,2. Donc je crois qu'il faut être aveugle quand on voit cette courbe pour penser que la croissance revient. Si on veut mettre sur la table des nouvelles solutions, il faut dire, premièrement, la croissance n'est plus la solution. Deuxièmement, le chômage concerne tout le monde. Parce qu'on a des politiques qui font tout pour nous diviser. Diviser pour mieux régner, c'est vrai vieux comme le monde. Et en France, comme chez vous, en Belgique, on a des gens qui opposent ceux qui vont au travail, ceux qui se lèvent tôt le matin, et puis ceux qui seraient des assistés, qui glandouillent et qui profitent du système. Il y a ceux qui font 0 heures par semaine, il y a ceux et celles qui sont au chômage, mais aussi tous ceux qui font des burn-out et qui acceptent de travailler de plus en plus. Et parce qu'ils n'ont pas de capacité de négociation. Quand vous avez en Belgique officiellement 500 000 chômeurs, mais en fait 700 000 chômeurs, la négociation sur le contenu du travail et sur le salaire est complètement bloquée. La peur du chômage a complètement déséquilibré la négociation sur les salaires. Ça, c'est les chiffres de l'OCDE, hein. Ce n'est pas mes chiffres, c'est les chiffres officiels de l'OCDE qui montrent comment dans tous les pays occidentaux, depuis 40 ans, la négociation sur les salaires a été complètement déséquilibrée par la peur du chômage. Dans beaucoup d'entreprises, la négociation, c'est « écoute, si tu n'es pas content, tu peux aller voir ailleurs ». Il y en a beaucoup qui seraient contents d'avoir ton job. Donc ne râle pas, tant pis si tu n'as pas d'augmentation. Donc dans l'ensemble des pays occidentaux, ce qui va au salaire a considérablement régressé. Dans son premier livre, Thomas Piketty, avant qu'il soit célèbre, Thomas avait montré qu'en France, la dernière fois que les salariés ont vraiment beaucoup gagné dans une réforme fiscale, c'était en 1982. Il y avait Mitterrand, il y avait Mauroy qui s'étaient battus pour les salariés, et les salariés avaient gagné 0,3% du PIB en plus. Après des mois d'engueulade à l'Assemblée, les salariés avaient gagné 0,3% du PIB. Mais depuis, dans tous nos pays, en gros, la part des salaires, ce qui va au salaire et aux cotisations de sécurité sociale, a baissé de 10% du PIB, 30 fois plus. Le recul qu'on a subi tous ensemble, sans aucun débat à l'Assemblée, à cause de la peur du chômage qui déséquilibre la négociation, est 30 fois plus important. Donc ce point est important pour dire que le chômage, ça fout tout en l'air. D'un côté, c'est le chômage de masse, et qui fait des milliers de morts. L'INSERM en France dit qu'il y a 15 000 morts chaque année à cause du chômage. 15 000 morts en France à cause du chômage. L'INSERM a enlevé tous les autres facteurs de risque, obésité, cancer, tabac. En tant que tel, le chômage fait 15 000 morts. Donc d'un côté, c'est tous ceux et celles qui meurent parce qu'ils n'ont pas de boulot. Et de l'autre côté, c'est tous ceux qui sont en burn-out mais qui n'ont pas le choix. Il faut tenir bon, il faut tenir bon. Donc ce qu'on dit, c'est que ce partage du travail est stupide. C'est un non-sens. Et dans tous les pays, il faut qu'on soit capable de négocier un autre partage du travail. C'est là qu'il faut expliquer pourquoi la semaine de 4 jours, c'est important et c'est possible. Donc l'idée est très simple, c'est quand l'entreprise passe à 4 jours, si elle crée 10% d'emplois, des vrais emplois en CDI, elle arrête de payer les cotisations chômage. Et c'est comme ça que c'est possible sans baisser les salaires. C'est possible de passer à 4 jours sans baisser les salaires et sans augmenter les dépenses salariales pour l'entreprise. En France, on a déjà 400 entreprises qui sont passées à 4 jours. Vous connaissez peut-être les yaourts Maminova. Maminova, ils font des yaourts et du gruyère qui vendent dans la grande distribution. Vous connaissez peut-être le jambon Fleury-Michon ou Monique Ranou. Donc on a 400, toutes ces entreprises sont passées à 4 jours. Et effectivement, ceux qui achètent des yaourts Maminova, souvent ne savent même pas que Maminova est passé à 4 jours. Par contre, Maminova a créé 120 emplois. Il y a eu 120 embauches. Donc il y a 120 personnes qui étaient au chômage, qui retrouvent un boulot, qui retrouvent une dignité, qui retrouvent un revenu, qui vont payer de la TVA, qui vont payer des impôts, qui vont cotiser pour les caisses de retraite. On estime qu'on pourrait créer 1 600 000 emplois en France. Faites le décalque pour la Belgique. 1 600 000 emplois en France, ça fait un peu plus de 200 000 emplois, des vrais emplois qu'on pourrait créer en Belgique. Les 2 leviers fondamentaux pour créer des emplois, c'est agir pour le climat. On pourrait créer 900 000 emplois dans le bâtiment, dans les transports en commun, dans les énergies renouvelables pour gagner la bataille du climat, 900 000 et 1 600 000 emplois avec la semaine de 4 jours. Si toutes les entreprises négociaient, il ne s'agit pas de l'imposer, au total, ça fait 2 500 000 emplois. Rien que 2 500 000 emplois. En Belgique, c'est entre 400 000 et 500 000 nouveaux emplois.
Donc la semaine de 4 jours, c'est efficace pour créer des emplois, c'est efficace pour financer les caisses de sécu. Si on crée des centaines de milliers d'emplois, il y a plus de gens qui vont payer pour les caisses de maladie, pour les caisses de retraite, les caisses de pension. C'est aussi efficace pour limiter le burn-out. Si l'entreprise doit vraiment recruter 10% ou 15% de gens en plus, eh bien on aura tous du temps pour vivre, qu'on soit ouvrier, qu'on soit technicien, qu'on soit commercial, qu'on soit ingénieur. Tous ceux qui sont passés à 4 jours, on le voit. Chez Maminova, le médecin du travail a fait le bilan au bout de 2 ans. C'est très concret. Le médecin du travail reçoit tous les salariés et tout le monde passe chez le médecin du travail de temps en temps. Et il dit l'absentéisme a vraiment reculé, le stress au travail a vraiment reculé. Il y a vraiment un gain pour la qualité de vie des gens. D'abord pour la qualité de vie des gens et aussi du coup pour l'entreprise. Parce que si l'absentéisme recule, c'est aussi bon pour l'entreprise et pour ses clients. C'est aussi bon pour l'égalité entre les femmes et les hommes. Ce n'est pas la baguette magique, mais on voit aujourd'hui qu'il y a beaucoup de femmes qui sont en situation de précarité, qui travaillent à temps partiel sans l'avoir vraiment demandé. Et on voit que dans les entreprises passées à 4 jours, on va créer des vrais emplois, des emplois normaux, mais à 4 jours, et que souvent l'entreprise commence à proposer aux salariés qui étaient à proximité et qui parfois déjà travaillent à temps partiel pour l'entreprise, on va leur demander si ils ou elles veulent un nouveau job à temps plein à 4 jours avec le bon salaire. Et ça peut être aussi l'occasion à la maison, chez nous, de se dire que si on a tous du temps libre, hommes et femmes, on peut peut-être voir qui fait quoi à la maison. Encore une fois, ce n'est pas une baguette magique, mais relancer le débat et négocier la semaine de 4 jours, c'est sans doute un des leviers les plus puissants pour éviter une crise sociale gravissime et pour vivre mieux. Chacun de nous n'a qu'une vie. Moi, je n'ai pas envie d'attendre 65 ans pour avoir du temps libre. Comment est-ce qu'on peut concevoir la semaine de 4 jours aujourd'hui dans des métiers où c'est peut-être pas aussi simple? C'est un débat de société. J'ai vu dans le journal Le Soir l'autre jour une enquête faite par Solidaris qui dit que plus de 70% des Belges, plus de 70% des Belges sont favorables à la semaine de 4 jours. Beaucoup de gens pensent qu'avoir un travail, c'est important pour un revenu, mais aussi pour s'épanouir, pour travailler avec d'autres, pour progresser dans la vie. Avoir du temps pour soi, c'est important aussi. Quand on est passé de 7 jours à 6, quand on est passé de 6 jours à 5, c'était un débat pour tout le monde. Et après ça, on voit dans chaque métier comment on peut le faire. C'est pour ça qu'il faut parler en jours. C'est pour ça que la semaine, c'est 4 jours, parce qu'il y a des métiers où on continuera à faire des journées très longues. Mais au moins, on fera un jour de moins par semaine. Et en termes de qualité de vie, ça change tout. Et l'entreprise devra recruter des gens. Dans l'agroalimentaire, dans l'industrie, on peut très bien passer à la semaine de 4 jours, qui sont quand même les gros bataillons. Dans le tourisme, on peut très bien passer à la semaine de 4 jours en 2 ans ou 3 ans. Et puis il y a des secteurs où il faudra plus de temps, à cause des problèmes de formation. Dans l'informatique, il y a des métiers où il faut 4 ans, 5 ans pour se former. À l'hôpital, il faut plus de temps. Donc, il faut donner un cap. On accélère à cause de la gravité du chômage dans tous les secteurs où c'est possible en 2 ou 3 ans. On le fait en 2 ou 3 ans. Et puis là où il y a besoin de former, on ouvre les écoles. Et donc le directeur d'un hôpital m'avait dit, s'il y a bien un secteur où on peut passer à 4 jours, c'est l'hôpital. Mais il ne s'agit pas de l'imposer, il s'agit de le négocier et d'ouvrir les écoles d'infirmières, d'ouvrir les formations de médecins pour que progressivement, on se dit, dans 10 ans, on sera tous passés à 4 jours. Et ça, c'est possible. Pierre, en préparant cette émission, tu nous disais, ça fait 25 ans que je défends cette thèse, que je défends la réduction du temps de travail, la semaine de 4 jours. Et ça fait 25 ans que les hommes et les femmes politiques, surtout de gauche, mais aussi de droite, me disent que j'ai raison, qu'il faut passer à la semaine de 4 jours. Mais tu disais aussi, depuis 25 ans, il n'y en a pas un qui l'a fait. Ces responsables politiques ont du sang sur les mains. Je voudrais que tu nous expliques ça. Oui, ils ont du sang sur les mains. Ils ont du sang sur les mains. Moi, il y a 6 ans, j'avais porté plainte contre François Hollande, contre Emmanuel Macron, contre d'autres qui étaient à l'Élysée, en disant leur inertie est responsable de milliers de morts. Nos dirigeants savent qu'il y a des solutions, ne les mettent pas en œuvre et donc sont responsables de la mort de milliers de personnes. Donc en fait, ils n'ont aucune excuse de ne pas agir plus fortement et je pense qu'il faut qu'on leur foute une pression de plus en plus forte parce que si on n'est pas capable de changer les choses maintenant, on n'y arrivera jamais. Et la question n'est pas technique ou économique. J'ai fait la preuve que techniquement, économiquement, c'est possible. Le problème est philosophique, anthropologique. Est-ce que l'humanité va vers son suicide en le sachant ou est-ce que l'humanité est capable d'un sursaut ? On sait vraiment qu'on va vers un suicide de l'humanité dans les 30 ans qui viennent. Ce n'est pas un mot exagéré. Le mélange de la crise climatique, de la crise sociale, de la crise démocratique. J'ai été bloqué à Rome à cause du Covid pendant 3 semaines et tout le monde se demande quand les néo-nazis vont arriver au pouvoir si le chômage continue à flamber partout. On sait que la crise de 29 a débouché sur la barbarie. La crise de 29, c'était la deuxième crise. Il y avait eu une première crise financière en 1920-1921. On avait mis quelques rustines et puis youpla boum, la fête recommence, on oublie la crise. Et la deuxième crise est encore plus grave que la première et elle amène à la barbarie. Mais il n'y a pas de fatalité. Je suis d'un parti qui s'appelle Nouvelle Donne. C'est une référence à ce qu'a fait Roosevelt en 1933. Et
Roosevelt, quand il arrive, il y avait des millions de chômeurs, mais au lieu de mettre des petites rustines comme les dirigeants européens, il prend le taureau par les cornes. Roosevelt dit « je veux créer des millions d'emplois ». Roosevelt, il fait la séparation des banques, il taxe les milliardaires, il taxe les profits des grandes entreprises. Et les banquiers sont furieux et disent que Roosevelt est un communiste qui va tuer l'Amérique. Mais Roosevelt tient bon. Et non seulement il n'a pas tué l'Amérique, mais il a sauvé la cohésion sociale, sauvé la démocratie, au moment où l'Europe allait vers la barbarie. Donc je pense que c'est important qu'un maximum de citoyens foutent la pression, de façon non violente, mais de façon très ferme, sur nos dirigeants. Il faut relancer la semaine de 4 jours. La FGTB a fait un petit opuscule il y a quelques années, la semaine de 4 jours, le partage ou la barbarie. Je pense que nos enfants nous jetteront des cailloux dans 20 ans si on n'est pas capable de prendre des bonnes décisions maintenant. Et c'est évident que la semaine de 4 jours, c'est possible. 400 entreprises en France, dans tous les métiers, dans l'agroalimentaire, dans la génétique, dans une entreprise de charpente métallique, une entreprise de logiciels, une entreprise d'avocats. Je ne dis pas que c'est facile. On a fait un document avec 20 entreprises en disant quelles sont les difficultés qu'on a rencontrées dans ces 20 entreprises. Mais partout, au bout de 3 mois, on avait réglé les problèmes. Donc il y a un choix qui est évident. Est-ce qu'on laisse la loi du marché qui va tout foutre en l'air ou est-ce qu'on est capable de faire cette révolution? Personne ne conteste le fait que c'est un mouvement historique. Personne ne peut dire le contraire. Tous, par rapport à nos aïeux, on travaille 3 fois moins. Il y a un siècle, ils travaillaient tous 7 jours sur 7. Ils n'avaient pas de vacances. Ils commençaient à travailler à l'âge de 8 ans. Ils faisaient 12 heures par jour. Donc, on est passé de 7 jours à 6. On est passé de 6 jours à 5. On a tous des congés payés. On a évidemment interdit le travail des enfants. La plupart d'entre nous, on fait 8 ou 9 heures par jour et non pas 12 ou 14. Donc, personne ne peut contester le fait que, depuis un siècle, on a divisé par 3 le temps de travail. On a divisé par 3 le temps de travail alors qu'il n'y avait pas tellement de gains de productivité et qu'il n'y avait pas tellement de chômage. Alors que depuis 40 ans, on a fait des gains de productivité colossaux et le chômage fout tout en l'air et la question du temps de travail est devenue un sujet tabou. Donc c'est vraiment scandaleux, c'est pour ça que sereinement, il faut l'expliquer. On nous a appris à l'école qu'on était des Homo sapiens sapiens, la branche la plus évoluée des primates, mais parfois on demande si on est des sapiens sapiens ou des débilus débilus. On va vers un suicide de l'humanité. Si on n'est pas capable de réagir, c'est vraiment qu'on est nul. Donc tu appelles à l'insurrection, à la révolution. Est-ce qu'il n'y a pas une contradiction à proposer une semaine de 4 jours qui finalement, ce n'est pas une révolution par rapport au système, c'est un aménagement du système. Est-ce qu'il n'y a pas une contradiction là? Moi, peut-être que je suis trop réformiste, mais je voudrais qu'on mette en place des réformes qui font levier, qui changent radicalement. Et avec 4 ou 5 réformes qui changent radicalement, en quelques années, on aura changé le monde. Si on agit fortement pour le climat et si on met en place la semaine de 4 jours, on peut diviser par 2 le chômage dans tous nos pays. Si on taxe la spéculation au niveau européen, si on crée un impôt sur les milliardaires, si on fait comme le propose Biden, si on remonte l'impôt sur les sociétés, donc c'est peut-être pas la révolution, il n'y a peut-être pas un jour qui va rentrer dans l'histoire de nos pays, mais si on est capable de mettre en place 4 ou 5 grandes réformes, on peut éviter une flambée de la crise sociale et on peut vivre mieux, on peut avoir un monde plus équilibré, plus fraternel, plus convivial. Aujourd'hui, il y a plein d'hommes et de femmes qui ne sont pas libres. Il y a des gens qui ne sont pas libres parce qu'ils n'ont pas de quoi vivre. Liberté, égalité, fraternité. Quelle est la liberté d'un homme ou d'une femme qui gagne 500 € par mois parce qu'il est au RSA? Égalité, comment est-ce qu'on peut parler d'égalité à nos enfants quand il y a de plus en plus de milliardaires et de plus en plus de SDF dans la rue, que ce soit à Bruxelles ou à Paris? Et fraternité, si tu étais ton frère, tu dirais « Putain, c'est pas possible, un boulot aussi nul, il faut changer la société pour que tout le monde ait un boulot correct et un revenu correct. » Donc le problème n'est pas économique, le problème est liberté, égalité, fraternité. Est-ce que notre boussole, c'est la dignité humaine? Est-ce qu'on a envie que chacun et chacune ait une vie digne et soit libre? Ou est-ce que notre boussole, c'est juste l'argent qui va aux actionnaires? Et les marchés financiers, en ce début 2021, n'ont jamais été aussi élevés. Les marchés financiers, la dernière fois qu'il y a eu une crise, les marchés aux États-Unis étaient montés à 14 000 points, 14 000 avant de s'effondrer, et là on est à presque 33 000 points. Donc il faut savoir quelle est notre boussole. Et si on est clair sur notre boussole, si c'est la dignité humaine, on pourra avoir un changement de société en quelques années. Pierre, en couverture de ton nouveau livre paru récemment, « Aujourd'hui l'esprit se révolte », les Inrecuptibles disent « Après 2 heures avec lui, on redevient optimiste ». Ça me fait penser à la parole de Raymond Aubrac, ce grand résistant français, qui disait que l'esprit de la résistance, c'est d'être optimiste. Est-ce que tu restes optimiste aujourd'hui, malgré la catastrophe qui menace? Ça dépend des jours, mais l'histoire de l'humanité montre que c'est souvent quand on est tout proche du précipice, tout proche de la catastrophe, que les gens se révoltent et se mettent en mouvement. Voilà. C'est qu'ils en ont vraiment marre du système, qu'ils vont faire tomber le mur de Berlin. Et là, peut-être que les gens voient
très bien comment la crise sociale peut tout foutre en l'air. Des millions de gens se disent, mais pour mes propres enfants ou pour moi, pour mon conjoint, ça va être une catastrophe si on perd nos boulots et s'il n'y a pas de boulot pour tout le monde. La crise climatique, il y a des gens, il y a 10 ans, qui n'en avaient rien à foutre du climat et qui voient comment même dans tous nos pays, maintenant, on a des canicules de plus en plus graves ou des problèmes d'accès à l'eau. Donc peut-être qu'il faut être vraiment tout proche de la catastrophe pour qu'on se réveille. Et ce qui me rend optimiste, c'est de voir la diversité des gens qui veulent se mettre en mouvement. C'est plein de jeunes, en Belgique comme en France, qui sont dans la rue pour dire qu'il faut agir pour le climat. Mais sur les questions sociales, je suis vraiment étonné de voir dans tous les milieux des gens qui disent qu'il faut changer ce système, qu'un système économique où la seule boussole, c'est plus d'argent pour les plus riches, ce système va à l'effondrement. Donc, l'esprit se révolte de voir que l'humanité va vers son suicide si on n'est pas capable d'un sursaut. À nous dans le désordre, mais dans l'intransigeance, à nous qui devons mordre et à nous dans l'urgence, à nous pas à la mode, à nous dans le décor, à nous qui ne savons pas comment tenir nos corps, à nous dans l'univers, à nous dans l'infini, à nous dans le manque d'air, étonnés d'être en vie, à nous dans l'écriture et à nous sans les mots, à nous dans les ratures et dans nos sacs à dos, qui rêvons de forêt, qui rêvons de rivière, à nous dans le métro, qui cherchons la lumière, à nous qui poursuivons des perdants magnifiques, à nous dans l'illusion d'un chemin prophétique, à nous qui débordons dans les rires et les larmes, qui ne faisons pas le deuil de nos jours de flamme quand on avait 10 ans, à grandes enjambées, pédalant pour l'éternité. Nous marcherons 1000 autres lunes, 1000 autres jours avant demain, avant que demain ne nous prenne les copeaux d'espoir que l'on tient. Traverserons 1000 autres dunes avec nos défauts, nos faux pas, avec nos semelles de brume.